Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Veuillez vous installer confortablement devant votre média panafricain. Nous honorons bien sûr à l'accoutume avec l'information, d'abord en langue anglaise, et c'est avec vous Njix. Greetings. Greetings and greetings audience of You Media Africa. We debut the first segment of this bilingual news with news from Algeria and Rwanda, where the leaders of both countries have officiated the signing of 11 cooperation agreements across various sectors. The deals on Tuesday includes air services, visa exemption, communication police, pharmaceutical industries, among others. Bukau went through this latest development with the signing of the agreements in our reports. It was on Tuesday, June 3, that the president of Rwanda, Paul Kagame, and his Algerian counterpart, Abdelmadjid Tebboune, officiated the signing of 11 accords across air services, visa exemption, communication, police, pharmaceutical industries, higher education, agriculture, entrepreneurship, telecommunications, justice, professional training and investment promotion sectors. President Kagame, who is on a two-day official visit to Algeria, met face-to-face with his counterpart and placed on the discussion table the importance of intra-Africa cooperation with a focus on free trade as well as knowledge and skills exchange, as he made public the upcoming opening of a Rwandan embassy in Algeria. Following the signing, both leaders held a joint press conference reaffirming their commitment to strengthening the long-standing relationship between Rwanda and Algeria. It's worth noting that since 1982, the two countries have signed numerous agreements in various fields, including economic development, citizens' welfare, and the exchange of expertise. Back to West Africa, Liberia has been elected to the United Nations Security Council as a non-permanent member, marking a major diplomatic achievement for the West African country. The West African nation will begin its two-year term in January 2026, joining global efforts to maintain peace and security. The big win of this latest development in this report. Liberia has secured a seat on the United Nations Security Council as a non-permanent member, marking a significant diplomatic milestone for the West African nation. The country was elected alongside Bahrain, Colombia, the Democratic Republic of Congo and Latvia during the General Assembly vote on Tuesday. In a single round of balloting, Liberia received 181 votes from the 193 UN member states. The newly elected members will begin their two-year terms in January 2026, serving through 2027 on the council, widely regarded as the UN's most powerful body, tasked with maintaining international peace and security. This marks Liberia's second time on the council, reaffirming the nation's growing influence in global affairs. Foreign Minister Sarah Besolo Nyansi addressed the international press after the vote, emphasizing unity and shared responsibility. We have gathered here as representatives of diverse cultures and perspectives, but we are united in our shared purpose to forge a more just and equitable world. Liberia joins the council at a time of heightened global tensions with ongoing conflicts across Africa, the Middle East and Eastern Europe. As a country that has emerged from its own history of civil conflict, Liberia is expected to bring a valuable perspective to the table. The newly elected countries will replace 5 outgoing members and contribute to critical decisions on peacekeeping missions, sanctions and conflict resolution, reaffirming the importance of African voices in shaping international peace and security. And to relations between Kenya and France, Kenya and France recently deepened their cooperation as they advanced the Kenyan National Transmission Grid, anchored on the ongoing constructions of the National System Control Center located in the Embakasi, Nairobi County. It's worth noting that the country's Energy Principal Secretary, Alex Wangira, says the 12 million shillings project in the East African country is expected to transform Kenya's electricity grid. Here is the rest of that story.
Kenya's Ministry of Energy and Petroleum and the Electricity Transmission Company Limited, KETRACO, recently hosted Thani Mohamed, the French Minister Delegate for Francophonie and International Partnerships, for a site visit to the National System Control Center (NSCC) project in Embakasi, Nairobi. Both countries, in a step to boost cooperation, advanced the Kenya National Transmission Grid anchored on the ongoing construction of the National System Control Center in Embakasi, Nairobi County, a project of over 10 billion shillings. According to John Mativo, KETRACO Managing Director, the initiative, scheduled for completion in 36 months, demonstrates the government's commitment to building a modern and intelligent power system. To the French ambassador to Kenya, Arnaud Souquet, France is committed to supporting critical infrastructure that enhances sustainability, energy reliability, and economic growth. This project is a strong testament to the enduring partnership between Kenya and France, he stated. The NSCC, part of the broader €94 million AFDB RENET program, will deliver a state-of-the-art grid management system designed to enhance real-time electricity supervision and improve renewable energy integration, among others, as is scheduled for completion by February 6. Let's now talk wealth, where the African Union and the International Organization for Migration, Water Kasempa, in a video message recorded recently on the sidelines of the regional workshop on legal identity and migration organized by the Economic Commission for Africa in Harare, Zimbabwe, disclosed that migration is not a problem to solve, but an opportunity to seize, and called on young Africans to take an active role in shaping systems that affect their mobility. Here is the rest of that story. In a video message recorded on the sidelines of a regional workshop on legal identity and migration organized by the Economic Commission for Africa in Harare, Zimbabwe's capital, the African Union and the International Organization for Migration Ambassador Walter Kasempa revealed that migration is not a problem to solve but an opportunity to seize, and called on young Africans to take an active role in shaping systems that affect their mobility and inclusion. Kasepa's message reinforced the central point shared by many participants, including migration governance being rooted in inclusion and legal identity being foundational to that goal. According to the UN Economic Commission for Africa, as the most mobile and fastest growing demographic on the continent, youth are both drivers and beneficiaries of migration. Whether searching for opportunities, escaping conflict, or building cross-border networks, young people are shaping the present and future of African migration. It added that Africa, continental free trade area with a market of over 1.3 billion people, presents a major opportunity to boost inter-African mobility and economic growth. The Harare workshop, co-organized by ECA, the African Union, and the International Organization for Migration, focused on improving legal identity and migration data systems. A practical toolkit was also validated to support national efforts. To wrap up this first segment, we talk the African continent with respect to the Gates Foundation, where the Gates Foundation, since co-founder Bill Gates on June 2nd, announced an investment initiative of $200 billion USD over the coming 20 years to promote global wealth and well-being. He made the remark during an event organized by the African Union, or at the African Union headquarters in Addis Ababa, Ethiopia, to mark the 25 years of Gates Foundation services on the African continent. The rest of that event in this report. The Gates Foundation is set to invest $200 billion over the coming 20 years to promote global health and well-being, announced its co-founder Bill Gates on Monday during an event organized at the African Union headquarters in Addis Ababa to mark the 25 years of Gates Foundation services in the continent. It's worth noting that the Gates Foundation has assisted in catalyzing over 100 innovations and contributing to saving more than 80 million lives through Gavi and the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria. While delivering his address at Nelson Mandela Hall, Bill Gates called on African leaders to use the opportunity
to scale up progress in health and development through innovation and partnership despite current headwinds. In the same way that Africa largely skipped traditional banking and traditional telecommunications, now you have a chance as you build your next generation healthcare system to think about how AI is built into that. As you empower your farmers to make sure that an AI can advise, giving better information to even the farmer with the smallest land holding, better advice than even a farmer in a rich country is getting today. According to the philanthropist, Africa must achieve independence in its healthcare systems by 2045. Gracia Machel, Trust founder, for her part applauded Bill Gates for collective action, courage and compassion to address Africa's challenges, as she called on Africans to awaken their enduring spirit of resilience, to rise and rebuild and reimagine their future and act with the courage, clarity and collective action that defines them. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the first segment of this bilingual news. To stay with us, it continues in the French language. Bon après-midi for the president. Thank you so much, Njix. Mesdames et messieurs, alors qu'il est 10h à Moscou, 14h30 à Téhéran et 12h à Yaoundé, nous démarrons le tour de l'actualité par la Guinée-Bissau, dont le président Umaro Sissoco Embalo effectue une visite officielle marquante en Malaisie du 3 au 5 juin 2025. Cette première visite du chef d'État bissau-guinéen en Malaisie depuis son entrée en fonction en février 2020 marque une étape significative dans le renforcement des relations diplomatiques et économiques entre les deux nations. Fon Noira nous en dit plus. Le président Umaro Sissoco Embalo a entamé ce 3 juin 2025 sa visite d'État à Malaisie, une tournée de plusieurs jours qui va permettre d'intensifier la relation entre Bissau et Kuala Lumpur. Accueilli avec tous les honneurs protocolaires, le chef de l'État bissau-guinéen a eu un agenda chargé, alternant, rencontres de haut niveau et visites stratégiques. Au cœur de cette visite, des discussions fructueuses avec les plus hautes autorités malaisiennes, notamment le Premier ministre et des membres clés du gouvernement. Les échanges ont porté sur un large éventail de domaines, de l'économie à l'éducation en passant par l'agriculture et la défense. Cette visite est hautement stratégique pour la Guinée-Bissau. La Malaisie, pays émergent d'Asie du Sud-Est, possède une expertise reconnue dans le secteur, clés comme l'huile de palme, l'infrastructure ou encore la technologie. C'est une opportunité pour la Guinée-Bissau d'attirer des investissements et de bénéficier d'un transfert de savoir-faire. Plusieurs protocoles d'accord et mémorandums d'entente ont été signés, jetant les bases de partenariats concrets. Parmi les points saillants, des discussions avancées sur l'investissement malaisien dans le secteur agricole bissau-guinéen, la formation des cadres et le renforcement des échanges commerciaux. La délégation bissau-guinéenne a également exploré les modèles de développement malaisien, particulièrement en matière de diversification économique et de gestion des ressources naturelles. L'objectif étant de s'inspirer des réussites de la Malaisie pour dynamiser l'économie de la Guinée-Bissau. En effet, la Malaisie et la Guinée-Bissau entretiennent des relations diplomatiques depuis 1974 et collaborent activement au sein de plateformes multilatérales telles que les Nations Unies, l'Organisation de la coopération islamique OCI et le mouvement des non-alignés MNA. Au cours de l'année 2024, le commerce total entre la Malaisie et la Guinée-Bissau a atteint 4,1 millions de ringgit malaisiens, environ 0,87 millions de dollars américains, avec des exportations malaisiennes vers la Guinée-Bissau s'élevant à 4,4 millions de ringgit malaisiens et les importations à 0,06 millions de ringgit malaisiens. Cette visite vise clairement à diversifier et accroître ces échanges. Au-delà des aspects économiques, cette visite est aussi l'occasion de renforcer les liens culturels et diplomatiques avec les échanges sur la scène internationale et un soutien mutuel aux candidatures au sein des organisations multilatérales. Le président Embalo va également rencontrer les diasporas bissau-guinéennes résidant en Malaisie, soulignant leur rôle dans le développement du pays. En somme, cette visite du président Umaro Sissoco Embalo en Malaisie marque une étape importante dans la diplomatie bissau-guinéenne. Elle souligne la volonté des deux pays de consolider leur partenariat et de tracer une feuille de route pour une coopération mutuellement bénéfique à long terme. Mais aussi, elle ouvre la voie à une coopération sud-sud renforcée et à de nouvelles perspectives de développement pour la Guinée-Bissau, ainsi que paver la voie à une nouvelle ère de collaboration entre l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est.
Merci à vous, Fon Noira. L'Afrique, nouvel Eldorado de Bill Gates. L'annonce retentissante de Bill Gates selon laquelle il prévoit d'investir la majeure partie de sa fortune personnelle sur le continent africain continue de faire les gros titres. Si l'initiative a été accueillie par un élan d'espoir et de reconnaissance de la part de nombreux acteurs du développement et certains leaders africains, elle suscite également un flot de réactions controversées et critiques acerbes. S'agit-il d'un don du ciel ou d'une ingérence? L'analyse de la rédaction. L'annonce a été faite lors de son intervention à la session Inspiring Progress organisée par l'Union africaine. Le milliardaire Bill Gates investira la majeure partie de sa fortune dans le développement du continent africain, notamment à travers la Gates Foundation. Récemment, je me suis engagé à donner toute ma fortune au cours des 20 prochaines années. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu beaucoup de chance. Ma richesse a atteint un niveau très élevé. La majeure partie de cet argent sera consacrée à aider à résoudre les problèmes ici en Afrique. Si l'on libère le potentiel humain grâce à la santé et à l'éducation, chaque pays africain pourra emprunter la voie de la prospérité. Pour beaucoup, l'engagement financier colossal de l'ancien patron de Microsoft représente une aubaine inespérée. C'est un geste d'une générosité sans précédent qui peut changer la donne pour des millions de vies. L'Afrique a soif d'investissement pour ses infrastructures, sa santé et son éducation. Si ces fonds sont bien gérés, l'impact sera monumental. Cependant, cette perspective optimiste est loin d'être universellement partagée. Une vague de scepticisme et d'indignation s'est levée, notamment sur les réseaux sociaux et parmi certains intellectuels africains. Les critiques s'articulent autour de plusieurs axes majeurs, notamment le syndrome du sauveur blanc, assimilé à une forme de néocolonialisme philanthrope. L'Afrique a les compétences et l'intelligence pour se développer elle-même avec des partenariats équitables, pas des gestes de charité imposés. Cette rhétorique rappelle les débats autour de l'aide publique au développement et sa potentielle contribution à la dépendance. Autre aspect, la question de la gouvernance de ces fonds gigantesques au cœur des préoccupations. Qui va décider des projets? Quels seront les critères de sélection? Comment s'assurer que cet argent ne tombe pas entre de mauvaises mains ou ne serve pas des agendas cachés? La transparence et l'imputabilité sont des exigences fortes face à une telle manne financière. Aussi, certains craignent que les domaines d'investissement choisis par Bill Gates ne reflètent pas nécessairement les priorités réelles des populations africaines, mais plutôt les préoccupations des donateurs. Pour finir, une part des critiques touche également à la fortune de Bill Gates elle-même, certains rappelant que celle-ci a été accumulée via des activités industrielles et technologiques qui, bien que légales, n'ont pas toujours été exemptes de controverses éthiques et de pratiques monopolitistes. Cette controverse souligne un débat plus large et crucial sur l'aide au développement et les investissements étrangers en Afrique. Elle met en lumière la tension entre la nécessité de capitaux pour accélérer le développement du continent et le désir ardent d'autonomie, de souveraineté et de contrôle de son propre destin. Pour que l'initiative de Bill Gates soit couronnée de succès et acceptée par tous, il sera impératif que les modalités de cet investissement soient définies, en étroite collaboration avec les acteurs locaux, en assurant une transparence maximale et en répondant aux préoccupations légitimes concernant l'autonomie et les priorités africaines. Le dialogue et l'écoute seront les clés pour transformer cette annonce en une réelle opportunité de développement partagé et non en une source de discorde. Et pour revenir sur les pourparlers de paix russo-ukrainienne, le chef de l'État turc a salué le 3 juin les discussions russo-ukrainiennes, les qualifiant d'avancées significatives malgré l'offensive de Kiev contre l'aviation russe la veille. Recep Tayyip Erdogan a proposé d'organiser un sommet entre les dirigeants russes, ukrainiens et américains afin de faire d'Istanbul un centre de paix. J-Photo pour les détails. Alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, les délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées à Istanbul ce 3 juin pour un second round de pourparlers de paix directe en vue de mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Cette rencontre intervient 2 semaines après un premier tête-à-tête entre les deux parties dans la capitale turque le 16 mai dernier, la première réunion directe depuis 2022. Les propositions restent largement opposées pour l'heure entre les deux parties. Kiev demandant un cessez-le-feu inconditionnel, la libération des prisonniers et le retour des enfants ukrainiens enlevés.
Moscou, qui rejette toute idée de cesser le feu inconditionnel, a précisé via son ambassadeur auprès de l'ONU que tout accord exigerait au préalable l'arrêt des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine et l'arrêt de la mobilisation par les autorités ukrainiennes. Cette deuxième tentative pour la paix représente une avancée significative selon le dirigeant turc. Malgré cette dissonance, cette deuxième tentative pour le président turc représente une avancée significative. Recep Tayyip Erdogan continue de se positionner comme un dirigeant diplomatique clé. Il a proposé d'organiser un sommet entre les dirigeants russes, ukrainiens et américains afin de faire d'Istanbul un centre de paix. De son côté, Moscou a exprimé sa gratitude pour le rôle joué par Ankara dans la reprise du dialogue. Merci à vous, Gifotso. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a donné lundi une conférence de presse au cours de laquelle il a défendu le dernier rapport de son institution sur le programme nucléaire de l'Iran. Le chef de l'AIEA en a profité pour lancer aux autorités iraniennes un appel à plus de transparence, une sortie qui intervient en amont d'une réunion tripartite entre les chefs de la diplomatie iranienne et égyptienne, partie prenante des négociations avec les États-Unis. Barga Abega pour l'économie de cette actualité. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Raphaël Grossi a défendu le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'institution qu'il dirige, le qualifiant d'ailleurs d'impartial. De son côté, l'Iran a simplement et purement rejeté les conclusions contenues dans ce rapport, les qualifiant de manœuvres politiques basées sur des informations non fiables et trompeuses ayant été motivées par des pressions occidentales. Nous disons les choses telles qu'elles sont, sans agenda politique, s'est défendu M. Raphaël Grossi. Certaines des choses que nous disons peuvent être inconfortables pour certains acteurs et franchement, nous sommes habitués à être critiqués, a-t-il ajouté. De son côté, le ministre égyptien des Affaires étrangères a appelé devant la presse au clair à une solution pacifique, soulignant que la région en avait assez des crises et des défis sécuritaires. Nous rejetons totalement toute escalade et toute incitation à choisir l'option militaire afin d'éviter un chaos nuisible dont personne ne sortira indemne dans cette région, a-t-il ajouté. Samedi, l'Iran avait averti qu'elle riposterait si les pays européens exploitaient à des fins politiques le rapport de l'AIEA. Le rapport du policier international du nucléaire a été divulgué alors que Washington et Téhéran mènent actuellement des discussions depuis plusieurs semaines pour tenter de trouver un nouvel accord qui pourrait déboucher sur la levée des sanctions occidentales qui pèsent sur l'Iran. Merci à vous, Mbarga Abega. Mesdames et messieurs, ici se referme cette édition de For You Midi. C'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information en continu. And indeed, we've come to the end of today's edition of the news on For You Media Africa. Thank you for watching and do have a beautiful day in company of our numerous programs.